Bonjour et bienvenue dans ce 33e épisode de Reset Your Mind. Nous voilà en fin d'année, une période souvent synonyme d'épuisement, de course pour finir de closer, de clôturer tous nos objectifs. Je suppose que vous le sentez vous aussi, ce mélange de fatigue accumulée et de tumulte permanent. Cette période chaotique où l'on a parfois du mal à trouver un peu de clarté. Aussi, j'avais envie, dans cet épisode, de vous parler d'un sujet qui m'a été amené par l'un de mes coachés récemment, lors d'une session. Nous parlions des qualités essentielles d'un leader, et il m'a demandé, pour toi, qu'est-ce qui compte le plus ? Vous me connaissez un peu, ou si vous avez pratiqué avec moi des sessions de coaching, vous savez que j'aime bien répondre à des questions par des questions. Mais bon, nous avons évoqué l'exigence, la vision, la capacité à innover, à motiver. Mais il y a une qualité qui, je le sais, provoque toujours énormément de débats, c'est la bienveillance. Alors aujourd'hui, j'avais envie que l'on parle de bienveillance. Ce mot que l'on voit souvent placardé sur les murs d'entreprise, cité dans les valeurs, dans les séminaires, galvaudé de ci de là, mais qui en réalité est souvent mal compris, mal utilisé et fréquemment méprisé. Remettez-vous dans un contexte professionnel. Quand avez-vous parlé de bienveillance pour la dernière fois ? À votre boss, à un collègue ? Peut-être même que ce mot paraît un peu creux, un peu naïf aujourd'hui, avec une petite connotation de bisounours quand vous l'évoquez. Oui, moi aussi je l'ai pensé. Et je vais vous partager une anecdote personnelle pour rentrer dans le sujet. Pendant très longtemps, j'ai cru que la bienveillance était une faiblesse. Vraiment ancré en moi, être bienveillant, c'était être faible, faire preuve de gentillesse, un peu dégoulinante, en tout cas, ça n'avait pas sa place avec être manager, être leader. Je me suis moquée, j'ai ricané, pas par méchanceté, mais quand on évoquait de la bienveillance, j'avais très envie d'éviter d'être cataloguée comme une trop gentille fille. Dans ma tête, une leader devait être forte, stricte, intransigeante. Alors comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'ai porté un masque. Et pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, un masque de dureté, une posture un peu rigide centrée sur la performance et les résultats. Une façade que je croyais nécessaire pour asseoir ma légitimité. Et ça a marché pendant de nombreuses années, tout au moins en apparence. Mais en réalité, avec le recul encore plus aujourd'hui, ce masque m'a énormément coûté. À moi, personnellement, en énergie, en innovation, en alignement personnel, mais aussi à mes équipes. Pourquoi ? Parce que porter un masque chaque jour, s'éloigner de qui vous êtes vraiment, c'est épuisant. Et ça finit par vous user. Vraiment. Quant à mes équipes, elles l'ont ressenti aussi. Le climat que j'avais créé était quand même très tendu, très tourné vers l'exigence, la performance. L'innovation était certes demandée, mais pas. Le contexte n'était pas propice à oser sortir du cadre. Parce que sans m'en rendre compte, j'étouffais quelque part ces idées. J'étouffais mes propres idées, mes propres aspirations de fonctionner autrement, de faire autrement, mais aussi quelque part celles de mes équipes. Mon exigence, perçue comme inflexible pendant très longtemps, a fini aussi par devenir une barrière dans la proximité que j'avais envie de créer, dans la relation que j'avais envie de créer avec mes collaborateurs ou mes collaboratrices. Et puis un jour, une collaboratrice qui me dit « Tu sais, on sent que tu veux que l'on réussisse tous. Mais honnêtement, on a l'impression que rien n'est jamais assez. On sait que tu veux qu'on réussisse. » J'avais réussi à passer le message. Mais on a l'impression que l'on n'en fait jamais assez. Et ça, c'était complètement contre-productif. Lorsqu'elle a eu le courage de me dire ça, ça m'a frappée, comme un coup de poing. Et pourtant, c'était dit avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, justement, avec l'envie d'améliorer, avec l'envie de proposer encore plus. Parce qu'à cette époque-là, on butait sur une situation particulière. Je me souviens que c'était la période juste avant les vacances de Noël. J'ai pris du recul, je suis partie en congé, et j'ai énormément réfléchi à cette phrase. Alors j'ai décidé d'essayer, de changer. J'ai décidé de laisser tomber un peu plus ce masque et d'essayer un leadership qui me ressemblait davantage. Avant d'aller plus loin, soyons clairs, la bienveillance, ce n'est pas cette fausse gentillesse que l'on met en avant pour éviter les conflits, pour ne pas prendre ses responsabilités ou éviter des décisions, des discussions difficiles. Vous savez, cette posture où l'on préfère tout accepter plutôt que de risquer de froisser. Ça, c'est de la fausse bienveillance. Et ça, c'est un poison. Elle étouffe les tensions, certes,
mais elle finit toujours par revenir plus forte et exploser, souvent en pire. Elle tue tout autant l'innovation, parce que personne n'ose plus prendre la parole, et elle pousse les meilleurs talents à fuir parce qu'ils ne se sentent ni écoutés, ni valorisés, ni challengés, ni en phase d'apprendre et de performer, et donc pas à leur place. Alors soyons bien vigilants avec cette bienveillance et cette fausse bienveillance qui peut devenir très vite un poison. D'ailleurs, est-ce que cela vous parle? Une conversation difficile, évitée pour préserver l'ambiance? Peut-être même êtes-vous rentré dans cette schizophrénie de si je suis trop dur, je vais perdre leur respect. Mais si je suis trop sympa, je vais perdre mon autorité. Vous n'êtes pas seul, croyez-moi. C'est là où vient parler les années d'expérience, son intuition, son feeling et cette capacité indispensable pour être un leader ou être une leader d'ajuster perpétuellement et d'être à l'écoute de vos équipes, à l'écoute du contexte, à l'écoute des signaux faibles pour ajuster. Car oui, être leader, c'est ça aussi. C'est écouter pour s'ajuster en permanence. La bienveillance, ce n'est pas vivre dans un monde de bisounours. Ce n'est pas fuir. C'est oser. Oser dire les choses. Oser poser des limites. Oser affronter les conflits avec respect pour la personne que vous avez en face de vous et ses efforts et le faire avec clarté. Pour moi, le déclic a été de comprendre que la bienveillance, ce n'est pas une question de ton, c'est une question de cadre en fait. C'est respecter les autres tout en se respectant soi-même. C'est poser des limites, non pas pour contrôler, pour maîtriser, voire manipuler, mais pour protéger, au travers du cadre, ce qui est attendu en termes de comportement, en termes d'effort, en termes de professionnalisme, en termes d'objectifs. Et cela demande du courage. Car peu fonctionnent comme cela aujourd'hui. Et si vous vous y efforcez, vous faites partie de ces précurseurs, précurseuses. Et comme toujours, les nouvelles voies sont souvent plus compliquées à ouvrir. Et surtout, elles sont souvent plus remises en cause. Et certainement que là, vous vous posez plus de questions. Que vous vous dites, mais à quoi ça sert tous ces efforts? Les jours où vous êtes un peu dans le down et un peu plus bas dans le moral, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Je voudrais vraiment insister sur le fait que être bienveillant, c'est pas être gentil, c'est pas tout accepter, c'est pas tout laisser passer. Je vais vous partager quelques exemples de personnages célèbres dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être, qui ont eu une empreinte bienveillante très importante dans leur culture d'entreprise, et pourtant, ils n'étaient pas gentils pour autant. Je vais démarrer par Reed Hastings, qui est le cofondateur et ex-PDG de Netflix. Vous voyez, Netflix, plutôt très beau succès. Aujourd'hui, je crois que tout le monde sur cette terre connaît maintenant Netflix et consomme plus ou moins Netflix. Reed Hastings a instauré une culture d'entreprise où la transparence et la bienveillance coexistaient avec un très fort niveau d'exigence. Pourquoi est-ce qu'il était bienveillant? Eh bien, parce qu'il a vraiment instauré des feedbacks directs et constructifs entre collègues, créant à la fois une atmosphère de respect mutuel, mais aussi d'échange, de co-construction et de grandir ensemble. En parallèle de ça, l'entreprise offre une grande autonomie aux employés. Elle leur permet de prendre des décisions importantes dans leur scope, sans forcément avoir des validations hiérarchiques excessives et multipaliers. Et pourtant, il est connu pour avoir une politique no Bryant Jerk, pas de génie toxique. Et ça, j'adore. Peu importe vos compétences, si vous êtes irrespectueux ou irrespectueuse, si vous vous comportez en diva, vous ne restez pas. Alors, je n'ai pas travaillé chez Netflix, donc je ne pourrais pas confirmer ou infirmer ces propos, mais j'aime beaucoup l'approche de « Ok, peut-être que vous êtes brillant, peut-être que vous êtes vraiment ultra compétent, mais si vous êtes négatif, toxique, irrespectueux avec vos collègues, vos collaborateurs, vous bougez, vous sortez. » Il promeut aussi une culture de performance où chaque employé est évalué régulièrement. Ceux qui ne répondent pas aux attentes sont même invités à quitter l'entreprise, avec des indemnités, certes, mais sans ambiguïté. Donc, il fait à la fois cohabiter cette bienveillance, cette culture de réalisation ensemble, et pourtant, si vous n'êtes pas aux attendus, vous n'êtes pas à votre place. C'est pas facile à dire, c'est pas facile à faire, je l'entends, mais n'oubliez pas que vous êtes dans ce contexte-là, à la tête d'une entreprise et que vous êtes là pour atteindre des résultats. Et parfois,
j'ai cette phrase qui me revient très souvent en tête, qui est: mieux vaut être dur sur le coup lorsque vous ne performez pas, lorsque l'un de vos collaborateurs ou une de vos collaboratrices ne performe pas, n'est pas aux attendus. Mieux vaut être dur sur le coup que de le laisser penser ou de la laisser penser qu'elle est parfaitement aux attendus et s'enfermer là-dedans au risque de ne jamais être heureuse, risque de ne jamais être aux performances et surtout au risque de ne jamais pouvoir faire évoluer sa carrière en interne ou en externe. C'est ça aussi la bienveillance. C'est accepter d'avoir ces conversations difficiles pour faire grandir l'autre. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit, peut-être que ce poste, c'est celui que toi tu aimerais parce que tu l'as idéalisé, mais tu serais 1000 fois mieux, plus performant, plus performante et plus épanoui, bien évidemment, autrement, ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie très fréquemment. Enfin, j'aimerais vous parler de Jacinda Ardern. Jacinda Ardern, c'est l'ex-première ministre de Nouvelle-Zélande. Elle a à la fois incarné un leadership bienveillant tout au long de son mandat, mais elle a aussi su être ferme et décisive lorsque la situation l'exigeait. Pourquoi est-ce qu'elle a été bienveillante? Tout simplement parce qu'elle a su montrer de l'empathie dans les moments de crise, comme après l'attentat de Christchurch en 2019. Elle s'est rendue rapidement sur place, elle a écouté les communautés impactées. Enfin, il y avait vraiment ce petit truc en plus, parce que la plupart des leaders politiques vont sur les sites, etc. Mais il y avait ce truc en plus, cette véritable écoute, cette véritable entente, en tout cas qui transparaissait. Elle a mis en avant aussi des politiques centrées sur le bien-être. Je crois que c'est un des premiers pays à avoir voté un budget du bien-être qui priorisait la santé mentale et la réduction des inégalités. C'est quand même pas rien. Et pour autant, elle a pris des décisions extrêmement fermes et extrêmement critiquées pendant la pandémie du Covid-19. Elle a imposé des confinements ultra stricts, des contrôles aux frontières, malgré toutes les critiques qu'elle a pu recevoir. Et elle a maintenu sa vision. Elle a maintenu sa vision et ses valeurs face à des oppositions parfois extrêmement féroces. Alors voilà, je vous partage ces exemples pour vous montrer que la bienveillance, ce n'est pas être un loukoum, ce n'est pas être gentil à tout prix. C'est savoir aussi allier ses valeurs, le respect de la personne que vous avez en face de vous et en même temps respecter vos valeurs, vos exigences et le mandat pour lequel vous êtes à ce poste. Pourquoi ai-je voulu vous parler de bienveillance? Même si cela semble un peu passé de mode, je trouve qu'on n'en entend plus trop parler ces derniers temps. Mais c'est parce qu'en adoptant une posture bienveillante, personnellement, beaucoup de choses se sont dénouées, se sont transformées naturellement autour de moi. Les tensions, elles diminuent. Le fait d'être dans l'équipe, avec l'équipe, cet isolement que beaucoup de leaders, managers ressentent, avec un peu plus de bienveillance, un peu plus de proximité, eh bien ça ouvre cette porte à revenir un peu dans l'équipe, à côté avec eux. En osant dire des choses, vous autorisez aussi autour de vous à le faire. Vous libérez la parole. Les équipes osent parler, proposer et donc innover. Et surtout, les talents restent. Car même si vous ne dites pas oui à toutes les propositions systématiquement, ils se sentent entendus, porteurs et porteuses de valeur. Et ils se sentent écoutés et comme membres à part entière de cette création de valeur. Quant à vous, vous n'êtes plus dans le rôle, dans cette posture qui vous coûte tant d'énergie H24. Bien sûr que vous avez toujours un rôle, un costume à enfiler le matin. Mais il est bien moins plombant dès le début de la journée, croyez-moi. Et une équipe qui se sent respectée est une équipe qui ose, encore une fois. Et ça, c'est juste capital dans notre monde qui évolue si vite, si constamment et si perpétuellement. Et une équipe qui ose est une équipe qui avance, une équipe qui n'a pas peur de difficultés, qui va se serrer les coudes et qui va continuer à y croire. Donc la bienveillance, pour moi, c'est pas une case à cocher. Ce n'est pas non plus un outil marketing ou de marque employeur pour attirer de nouveaux candidats. Pour moi, la bienveillance, c'est un carburant. Un carburant pour le bien-être, le vôtre, pour le bien-être de vos équipes, pour la performance. C'est un carburant pour la performance, l'innovation et la résilience. Pour conclure cet épisode assez court sur la bienveillance, mais qui me semblait important de remettre au goût du jour, être bienveillant, ce n'est pas remettre en cause votre légitimité. Ce n'est pas prouver que vous êtes faible, c'est tout le contraire. C'est comprendre que l'autorité ne vient pas de la peur. Cette période est révolue, ou en tout cas, elle devrait l'être.
L'autorité et le respect viennent de la confiance. C'est ce qui fait la différence entre manager et leader. C'est oser être aligné avec vos valeurs. C'est faire le choix d'un leadership authentique, aligné avec qui vous êtes et à l'écoute de vos équipes, à l'écoute du business, à l'écoute des tendances du moment et de tous ces signaux faibles sur lesquels on a parfois du mal à mettre le doigt. Alors je vous pose cette question pour conclure. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui d'adopter une posture plus bienveillante? Tout d'abord vis-à-vis de vous-même et ensuite vis-à-vis de vos équipes. Et qu'est-ce que vous risquez si vous ne le faites pas? Parce que parfois le courage d'être bienveillant est ce qui fera la différence entre un leader qui s'épuise et un leader qui inspire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, be you, be bold. Le bootcamp Be You, Be Bold réouvre début janvier. Inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas rater la période des candidatures qui démarrera vraiment tout début d'année prochaine. Et si vous souhaitez tester le coaching d'ici là, où je vous accompagne, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou nous suivre sur Instagram by-reset-yourmind. Psst, j'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, pouvez-vous prendre 5 minutes pour le noter, le commenter ou le partager. Vos avis et votre soutien sont extrêmement importants et puissants. Vous m'aidez ainsi à le faire connaître au plus grand nombre.